je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Audrey Welch, je suis psychologue clinicienne. Je travaille depuis juin 2022 au sein de l'agence Autonomie dans le cadre donc de cette mission promotion de la bientraitance et prévention des risques de maltraitance des majeurs vulnérables sur le territoire donc des Yvelines majoritairement, mais aussi, vous le verrez, dans toutes les actions plutôt de prévention et de sensibilisation. J'interviens également sur les Hauts-de-Seine puisque l'agence Autonomie, comme vous le savez, est interdépartementale. Voilà, mais je vous expliquerai un petit peu plus en détail le découpage, on va dire, de la mission. Au sommaire, je voulais vous proposer dans un premier temps peut-être qu'on balaye un petit peu les notions de bientraitance et de maltraitance pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit et puis peut-être vous donner envie voilà, d'aller approfondir un petit peu ces missions, cette thématique. Et ensuite, l'idée est de vous présenter effectivement mon travail au sein de l'agence et le dispositif maltraitance adulte vulnérable Yvelines. Et je vous proposerai ensuite de faire 3 focus, l'un sur les groupes techniques pluridisciplinaires qui sont un outil à destination des professionnels du sanitaire, du social et du médico-social. Un focus également sur une formation en ligne qui a été réalisée par le gouvernement autour du sujet justement de la maltraitance qui est consultable par tous et sur lequel je m'appuie pour éventuellement vous proposer des actions de sensibilisation plus individualisées. Et un dernier focus sur la question du signalement au procureur de la République, puisque au détour de différents webinaires ou temps de travail avec des professionnels, eh bien, on s'aperçoit, et également avec nos échanges avec le DAC, on s'aperçoit que c'est une question qui revient de manière assez systématique lorsqu'on évoque le sujet de la vulnérabilité, de la fragilité ou les questions de maltraitance chez les adultes vulnérables. Voilà, j'ai prévu un petit temps de questions à la fin, mais voilà, surtout n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation s'il y a des choses pour lesquelles vous souhaitez interagir ou qui ne sont pas tout à fait claires ou précises, eh bien je compléterai au fur et à mesure sans difficulté. Voilà, un petit point donc déjà sur cette notion de bientraitance, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une notion, c'est un concept en fait qui a été un peu créé de toutes pièces, justement un peu au départ pour pouvoir avoir un pendant de cette question de la maltraitance. Donc je voulais qu'on revienne un peu sur les différentes notions pour poser un peu ce cadre dans lequel je vais intervenir la mission promotion de la bientraitance, prévention des risques de maltraitance et le dispositif maltraitance adulte vulnérable Yvelines. Un petit point avant de commencer à préciser les concepts. Vous l'aurez compris, mais je le reprécise parce que c'est important. Le dispositif et la question de la bientraitance et de la maltraitance qu'on va aborder aujourd'hui, le public cible, c'est bien sûr les majeurs. Donc les majeurs vulnérables, c'est-à-dire les personnes vieillissantes, nos aînés qui peuvent rencontrer des périodes de grande fragilité ou bien même de vulnérabilité, et les personnes en situation de handicap. Au titre de la loi, sont concernés également par la question de maltraitance des adultes vulnérables ou des personnes vulnérables, également les femmes enceintes. Moi, directement, dans le dispositif, ou en tout cas dans tout ce travail que je mène, je ne vais pas traiter directement les femmes enceintes, tout simplement parce qu'il existe des dispositifs d'État et sur le territoire qui sont bien plus adaptés. Donc voilà, le public qui va être concerné par nos échanges aujourd'hui, c'est bien les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Alors, la bientraitance, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une notion utilisée dans le domaine de l'éthique. Je vous ai mis une petite définition que je vais vous lire. Cette notion recouvre un ensemble d'attitudes et de comportements positifs et constants de respect, de bons soins, de marques et de manifestations de confiance, d'encouragement et d'aide envers des personnes ou des groupes en situation de vulnérabilité ou de dépendance. Donc, comme je vous le disais, cette notion de bientraitance, c'est bien un concept. C'est un concept, elle a été précisée ensuite, qui recouvre 5 grands principes. Le principe de dignité, de respect, d'intimité, d'autonomie et de sécurité. Pourquoi je nomme ces 5 grands principes? C'est tout simplement parce qu'en fait, dans chaque typologie de maltraitance que je vous présenterai ensuite, eh bien, il va être question de faire cependant, donc les maltraitances, elles vont être considérées à partir du moment où il y a une atteinte à la dignité, au respect, à l'intimité, à l'autonomie et à la sécurité de la personne.
cette notion de bientraitance, ce concept, c'est vraiment un concept symbolique, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose forcément qu'on peut utiliser, c'est pas une action dans la pratique, c'est vraiment un socle théorique presque d'éthique, d'ailleurs que nous partageons, je pense tous, sans forcément se le dire chaque jour dans nos pratiques, mais lorsqu'on est professionnel du social, du sanitaire ou bien du médico-social, on ne se le dit pas tous les jours, mais on a ce fondement théorique et éthique qu'on a un peu intériorisé et on essaye, tant bien que mal, de travailler auprès de nos publics en ayant bien sûr en tête finalement cette notion de bientraitance. C'est un peu comme des valeurs fondamentales qui doivent ou qui peuvent le plus possible être appliquées globalement dans tous les domaines de la vie, mais plus spécifiquement dans nos missions en contact avec des majeurs vulnérables. C'est donc un soubassement théorique et éthique partagé par l'ensemble des professionnels et c'est ce sur quoi nous allons nous questionner lorsque nous avons l'intuition d'être face à une situation de maltraitance ou bien nous-mêmes dans nos pratiques lorsque nous avons le sentiment finalement de pas toujours être bien traitant soi-même parce que là encore c'est quelque chose de tout à fait possible. On va le voir, l'idée aussi de cette culture de la bientraitance que je souhaite, que je me dois de promouvoir, c'est aussi bien entendu de décomplexifier, de dédramatiser la question de la maltraitance. C'est quelque chose pour lequel on peut dans notre quotidien être confronté de manière permanente à partir du moment où on est en lien avec des majeurs vulnérables. Ce pourquoi je voulais faire un petit point sur une autre notion qui est celle de la bienveillance. En fait, on aurait pu conserver cette notion de bienveillante qui est arrivée de manière un peu secondaire, qui est plus récente en tout cas dans sa déclinaison professionnelle. La bienveillance, la notion, le concept existe depuis longtemps pour parler d'une action bienveillante, d'une relation bienveillante, mais on l'a définie de manière un peu plus spécifique dans sa déclinaison professionnelle. Et là, on va se situer plutôt au niveau de l'intention des professionnels. La bienveillance, ça consiste donc à aborder l'autre, le plus fragile, avec une attitude positive, le souci de faire le bien pour lui. Donc là, on va être vraiment dans la façon dont on est vraiment dans la pratique, c'est-à-dire qu'on est dans l'intention du professionnel, là où dans la bientraitance, on n'est pas forcément dans cette intention, on est plutôt dans une culture partagée. Donc, elle comporte une dimension de veille, cette bienveillance. Elle revêt aussi un caractère individuel et collectif, là encore comme la bientraitance. Et de ce concept, il convient de retenir l'importance de l'intention envers l'autre. Et ce sont ces intentions qui viendront soutenir et expliciter un projet individuel d'accompagnement, par exemple. Pourquoi une distinction entre bientraitance et bienveillance? Tout simplement pour dire que la bientraitance, c'est ce vers quoi on tend, mais que finalement, pour la situation d'une personne, on va pouvoir être totalement bientraitant, mais d'agir de manière exactement similaire pour une autre personne, eh bien, peut-être qu'on ne va pas être dans une bientraitance parce que si on n'ajuste pas cette notion de bienveillance, eh bien, on n'est pas forcément dans un caractère bienveillant. Autrement dit, réaliser, je donne souvent l'exemple d'une toilette parce que c'est un exemple assez parlant. La toilette qui va très bien se passer avec Monsieur D, même si on agit de manière similaire avec Madame F, eh bien peut-être que l'on va être bien traitant pour le premier monsieur, mais pas forcément bien traitant pour la seconde personne qui, elle, va demander un ajustement de notre pratique. Voilà, j'espère que ce premier point, c'est pas toujours évident de définir des concepts. On pourra y revenir si vous le souhaitez ensuite. Une définition de la maltraitance ensuite, donc j'ai pris, alors il en existe plusieurs, toutes peuvent être assez intéressantes à étudier. J'ai retenu celle de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance, qui est la commission d'État, puisqu'il y a une commission qui existe maintenant depuis les années 2000 et qui se doit en fait d'arrêter des définitions un petit peu officielles qui constituent notre cadre théorique à penser. Donc cette définition, c'est celle-ci. Il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle.
Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. Donc en fait, cette définition, elle va poser ce que je vais vous présenter ensuite, si j'y arrive, parce que j'arrive pas à dérouler. Voilà. Je vais prendre d'abord ce PowerPoint. Cette définition, en fait, elle va présenter différentes choses. La première, c'est que la maltraitance implique nécessairement un autre, c'est-à-dire qu'on est bien dans le cadre d'une relation. Et cette notion, elle est vraiment importante puisque lorsque l'on parle de relation, on parle d'un investissement émotionnel réciproque. Pourquoi c'est important? C'est important parce que lorsque cette maltraitance intervient dans le cadre familial, eh bien, il va y avoir forcément un attachement fort ou en tout cas quelque chose d'assez important dans cette relation qui va, bien entendu, rendre de manière plus prégnante la notion de conflit, la notion de violence. Nous-mêmes, en tant que professionnels, lorsqu'on est témoin d'une situation de maltraitance ou impliqué dans une situation pour laquelle il y a de la maltraitance, eh bien forcément, on va également avoir un investissement émotionnel. Donc, on va rentrer dans ce cadre de relation qui peut être tripartite avec la famille, la personne concernée ou bien d'autres professionnels. Et cette notion est véritablement importante puisqu'on peut être pris aussi nous-mêmes dans les enjeux de la situation de maltraitance avec des effets de répétition qui peuvent être assez puissants. Donc, c'est important d'identifier ce premier point. Le deuxième point qui est retenu dans cette définition, c'est que la maltraitance, elle peut exister dans tous les milieux, mais elle reste encore peu reconnue, peu dénoncée ou gardée sous silence. Même si on le constate depuis ces 5-6 dernières années, il y a vraiment eu des actions en termes d'alerte qui se sont renforcées. Aussi bien du côté des professionnels, ça devient vraiment maintenant quelque chose d'assez évident et une pratique qui est de plus en plus habituelle d'alerter, de signaler ou en tout cas d'être interpellé par une situation. Mais on observe aussi que dans un cadre plus général, plus citoyen, il y a de plus en plus d'alertes et donc une préoccupation de plus en plus forte pour dénoncer ou en tout cas pour alerter les situations de maltraitance. Donc finalement, ce tabou, il se lève progressivement, mais on constate qu'il y a encore beaucoup de situations qui sont finalement peu connues ou passées sous silence. La définition indique aussi que la maltraitance peut prendre différents visages. Elle peut être observable, constatable, mais elle peut aussi être très insidieuse. C'est-à-dire que dans cette notion de maltraitance, on le verra ensuite avec les typologies, il y en a qui sont assez marquantes, assez parlantes. Hein. Les violences physiques, par exemple, peuvent être constatables. On peut constater des blessures, des coups, mais les violences psychologiques sont, elles, beaucoup moins perceptibles, de manière en tout cas directe. Et ce qui amène à un dernier point, c'est que la maltraitance nécessite en première intention de se placer du côté du ressenti et de l'intuition. Il y a une petite phrase qui dit « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute », c'est-à-dire que on le voit bien, nous, en tant que professionnels, lorsqu'on ressent un inconfort, un malaise, des préoccupations, on va dire, un peu prégnante face à une situation, et bien souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui nous intrigue et je crois qu'un des premiers outils que nous pouvons utiliser, avoir à notre service, eh bien, c'est effectivement cette impression clinique, cette impression de la pratique et il faut eh bien, pouvoir s'en référer. Je refais un petit saut sur une slide précédente, simplement pour vous expliquer que entre bientraitance et maltraitance, ce sont finalement des notions qui ne sont pas opposées, comme on pourrait le penser, mais qui s'inscrivent bien dans un continuum. On va être dans une continuité. On a identifié que la bientraitance, c'était une culture du respect de la personne, de son histoire, de sa dignité, de sa singularité, une manière d'être des professionnels au-delà d'une série d'actes, une valorisation de l'expression des usagers et donc un aller-retour permanent entre penser et agir. Donc c'est vraiment cette culture du questionnement permanent et c'est donc une démarche continue d'adaptation à une situation donnée. Pourquoi donc ça ne s'oppose pas à la maltraitance? Eh bien tout simplement, comme on le disait déjà tout à l'heure, pour pouvoir être bien traitant, il faut pouvoir identifier la maltraitance, aussi bien celle que l'on va constater dans un écosystème, mais aussi les répercussions que ça va pouvoir avoir sur notre pratique ou bien même sur nos pratiques directement.
Donc voilà, il faut vraiment se dire que, et c'est pour ça que c'est une thématique qui est assez difficile à traiter, même à conceptualiser, à théoriser, c'est bien qu'on est vraiment dans un continuum. On ne peut pas faire un clivage entre eux. Il y a des situations bien traitantes, des situations maltraitantes. Il peut y avoir des allers-retours permanents, et c'est vraiment cette question, enfin cette culture en fait du questionnement, de l'analyse de la pratique, de la réflexion sur nos pratiques, qui conduisent finalement à avoir cette réflexion et cette action bien traitante au sens éthique du terme. Je continue toujours sur la définition de la maltraitance. Là encore, c'est un petit focus qui va s'appuyer sur la définition qu'on a vue plus tôt. La définition qu'on a vue plus tôt, elle a été, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais réécrite récemment, il y a à peu près 1 an et demi. Et on y a en tout cas, la commission y a ajouté ce qui n'existait pas ces dernières années, la notion de maltraitance institutionnelle. Tout simplement parce que, effectivement, la maltraitance, ça peut être dans un cadre, bien entendu, familial, donc plutôt une analyse groupale, collective, mais aussi des répercussions d'un fonctionnement, ou plutôt d'un dysfonctionnement institutionnel, ce qui implique encore plus le positionnement des professionnels. Très rapidement, je vous ai remis là les différentes typologies de maltraitance. Donc, on retrouve la maltraitance psychologique, physique, sexuelle, matérielle ou financière, la violation des droits et la maltraitance organisationnelle et institutionnelle. Bien sûr, ces typologies, elles peuvent être multiples. C'est-à-dire qu'on peut être face à des situations, quand on diagnostique une situation de maltraitance, on va s'apercevoir que bien souvent, il y a et de la maltraitance physique et psychologique, et bien sûr, toutes les maltraitances peuvent s'associer. C'est assez rare finalement qu'elles soient, uniques. Il y a toujours 2 grandes formes, donc chaque typologie peut prendre 2 formes différentes, soit des formes de violence, où là on est vraiment dans le fait de malmener une personne ou de la faire agir contre sa volonté, en employant la force ou l'intimidation. Donc là on est dans une démarche active, une violence, ou bien une démarche plutôt du côté de la négligence, ne pas se soucier de la personne par une absence d'action inappropriée ou par une absence de réponse à ses besoins. Donc voilà, toujours prendre en compte ces deux formes, ces 2 aspects. Là encore, ces 2 aspects, pour chaque typologie, peuvent exister également ensemble. Et enfin, il faut pouvoir identifier l'intention de la personne maltraitante, qui est aussi un facteur important à considérer pour pouvoir bien identifier et diagnostiquer la situation. Donc, on retrouve les maltraitances intentionnelles, où là, en fait, il y a une vraie volonté de causer du tort. On va être sur des fonctionnements qui vont être, vous l'imaginez bien, extrêmement pathologiques, voire même psychopathologiques, et des maltraitances non intentionnelles, c'est-à-dire que la personne maltraitante ne veut pas causer du tort ou ne comprend pas le tort qu'elle cause. 90%, voire plus même, je n'ai pas le pourcentage exact, mais des situations de maltraitance, donc dans la relation victime et agresseur supposé, on va être dans de la maltraitance non intentionnelle. Le psychopathe pervers qui veut nuire à la personne, finalement, il y en a assez peu, fort heureusement, mais là encore, ça rend encore plus complexe la façon de pouvoir, la manière que l'on a de pouvoir agir sur cette relation de maltraitance. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Si vous avez des questions, des remarques, que je vais un petit peu trop vite, surtout n'hésitez pas. Voilà, donc j'ai posé un petit peu un petit cadre théorique tout simplement pour que vous puissiez voir un peu voilà, ce que l'on traite en fait dans cette mission promotion de la bientraitance, prévention des risques de maltraitance, et donc pour pouvoir vous éclairer un peu plus sur l'action vraiment du dispositif maltraitance adulte vulnérable Yveline. Je vous ai mis là en introduction deux choses. Donc, la première, c'est une affiche du 3977, puisque vous allez le voir, cette mission, qui est donc une mission d'État, elle est portée au niveau national par la Fédération du 3977 et donc par un numéro national de lutte contre la maltraitance, qui est le même numéro, le 3977. Et à côté, je vous ai mis tout simplement un petit flyer que je pourrais bien sûr vous faire parvenir, qui est celui qui a été réalisé par l'agence Autonomie. Alors, ce fameux dispositif maltraitance adulte vulnérable Yveline, qu'est-ce que c'est?
Alors déjà, ça s'inscrit, comme je vous le disais, dans une mission d'État qui existe depuis les années 2000, qui a été portée par une association auparavant et depuis janvier 2021 par l'Agence Autonomie. Elle s'inscrit dans une politique de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Cette politique de lutte, elle est décrite dans ses grandes lignes par cette Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Et donc, on a une sorte de cahier des charges, même si après, on a beaucoup de souplesse pour mener à bien les actions. Mais en tout cas, on a ce cahier des charges qui est posé. Et donc, la mission doit comporter nécessairement deux dimensions. L'une étant la lutte contre la maltraitance et l'autre la promotion de la bientraitance. Donc, l'idée de promouvoir une culture de la bientraitance. Et tout ça doit se structurer en trois axes. Un axe de prévention, un axe de repérage et d'alerte et un axe d'intervention. Donc, je vais vous les décrire maintenant de manière un peu plus précise. Encore une fois, si j'arrive à dérouler mon PowerPoint. Hop. Alors, l'axe de la prévention d'abord, donc comment on l'a construite nous au sein de l'agence. Donc, il s'agit d'actions de sensibilisation, d'information et d'élaboration autour des risques de maltraitance et de la promotion de la bientraitance. Qu'est-ce que ça recouvre? Donc, un premier axe de prévention et de sensibilisation qui est à destination des professionnels, c'est celui aujourd'hui qui est l'axe le plus abouti, puisqu'il me semblait important de nous, en tout cas, de nous adresser en première intention aux professionnels. Il y a donc un guide à l'usage des professionnels, un guide qui est actuellement en réécriture, mais que je pourrais quand même vous faire parvenir, qui reprend les grandes notions de la maltraitance, la bientraitance et surtout voilà, tout le cadre réglementaire autour des situations de maltraitance, les numéros utiles, la façon dont on peut agir, des textes de loi aussi qui encadrent la maltraitance. Donc, un certain nombre d'informations. Certaines sont toujours à jour, d'autres sont aujourd'hui obsolètes, mais voilà, nous sommes en train de le réécrire. Une autre action, donc ce sont ces groupes techniques pluridisciplinaires qui sont à destination des professionnels que je vous présenterai plus précisément ensuite. Et enfin, des actions de sensibilisation au repérage de la maltraitance, à la connaissance des phénomènes en jeu dans la maltraitance et de ses conséquences. Ces actions de sensibilisation, en fait, pour l'instant, c'est une action qui est assez large. Donc, bien sûr, il y a tout quelque chose d'assez théorique sur lequel je m'appuie, mais ça se co-construit aussi en fonction de vos besoins, c'est-à-dire que de manière très pragmatique, eh bien, je peux me rendre dans vos services ou dans vos institutions pour animer voilà, des matinées, des après-midi destinées à cette question de la bientraitance, de la maltraitance. On peut soit vraiment faire un focus sur le repérage de la maltraitance ou bien être plutôt dans une action d'analyse de pratique de certaines situations qui pourraient vous préoccuper ou vous poser question. Donc voilà, ça c'est des actions qu'on co-construit ensemble et que je précise bien sûr à mesure de mes rencontres auprès des professionnels. Et enfin, il y a des actions de prévention, de sensibilisation à destination du grand public. Donc là, ce sont plutôt des actions que je construis en partenariat avec d'autres professionnels qui interviennent dans ce champ. Pour vous donner un exemple, il y a une action là qui va se lancer au sein des EHPAD pour aller parler de la maltraitance dans les murs des EHPAD. Et ça, c'est une action qui est menée avec la maison de protection et de confiance des familles de la gendarmerie. Voilà, bon, je ne rentre pas forcément dans le détail de ces actions. Je pourrais vous envoyer de la documentation ensuite. Donc, toujours dans ces actions de sensibilisation, je voulais revenir de manière un peu plus précise sur ces groupes techniques pluridisciplinaires. C'est un outil qui donc avait été construit par l'association gérontologique des Yvelines. Oui, je crois qu'il y a une question. Est-ce qu'on peut répondre à la question maintenant, Aurélie, ou est-ce qu'on attend? Je ne sais pas trop comment. Plus à la fin. Ok. Ok, bon. Vous gardez votre question. Poser dans le chat aussi. Ok, super.
Donc ce groupe technique pluridisciplinaire, donc voilà, je reprends pas le cadre, hein, on est toujours sur l'idée que on est opérateur des départements et donc l'idée c'est de développer des actions dans le domaine de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Donc là on s'intègre bien dans ce dispositif. Et l'idée de ce groupe technique pluridisciplinaire, eh bien, c'est de concourir à la prévention des adultes vulnérables en organisant donc des groupes de réflexion éthique de la pratique. Qu'est-ce qu'un GTP? Donc, c'est une réunion pluridisciplinaire qui apporte un regard, on va dire, expert ou en tout cas un peu avisé face à une situation de maltraitance ou de grande vulnérabilité d'une personne âgée ou en situation de handicap. Donc, les professionnels sollicitent un temps de rencontre GTP. Ils exposent leur situation, donc la situation demeure anonyme. Ils voilà, reçoivent des préconisations. Enfin, il y a une double visée, hein. Bien sûr, d'une part, c'est qu'il puisse y avoir à l'issue de cette présentation des préconisations, on va dire un petit peu formelles, un peu concrètes. Mais l'idée, c'est aussi que les professionnels puissent avoir la parole, s'exprimer et bien échanger aussi sur ce que ça peut leur faire vivre, hein, que d'être confronté à cette situation, souvent pour laquelle on va se sentir assez impuissant ou pour lequel on va sentir qu'il y a tout à coup une forte responsabilité, un engagement de la part des professionnels qui va être important. Donc ce GTP, il a vraiment une double visée, c'est à la fois d'offrir une parole libre, une parole complètement détachée et libre avec l'affect qui s'y rattache, et aussi de pouvoir être un peu guidé sur les actions qu'on va pouvoir engager ensuite. Qui sont les membres du GTP? Donc, on l'a construit, c'est toujours le même groupe. C'est un médecin gériatre qui est également un médecin expert, vous savez, pour les certificats médicaux circonstanciés dans le cadre des demandes de mesures de protection juridique. Donc, c'est un médecin gériatre, mais qui est aussi très au fait de toutes les démarches d'alerte de vulnérabilité et de maltraitance auprès des tribunaux. Il y a également une juriste et avocate et un psychologue coordinateur. Donc, pour l'instant, c'est moi, représentant du dispositif. Donc, voilà, l'idée, c'est que les personnes, les professionnels présentent leur situation. Dans le cadre qui a été fixé, on donne 1 heure en fait pour présenter la situation. En réalité, la durée de séance, c'est plutôt 1h30 puisque on estime qu'1 heure pour présenter la situation, surtout quand il y a différents professionnels, voilà, il faut quand même qu'il y ait un temps suffisamment important. Et ensuite, on se conserve une bonne demi-heure de préconisation et d'orientation des situations. Donc, on va être plutôt sur 1h30. Qui peut saisir le GTP? Eh bien, tout professionnel du secteur social, sanitaire ou médico-social des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Donc voilà, ça c'est une action par exemple qui est interdépartementale, confrontée à une situation de maltraitance suspectée ou avérée, ou une problématique d'incurie concernant un adulte vulnérable habitant sur le secteur. Pourquoi on a rajouté la problématique d'incurie? Parce qu'on s'est aperçu, et on n'est pas les seuls, le DAC également et tous les professionnels qui interviennent autour de la complexité, qu'il y a quand même une notion de grande vulnérabilité dans ces situations d'incurie ou de diogène avec grand isolement, et pour lesquelles on va quand même considérer qu'il y a une forme de maltraitance sociétale. Et donc voilà, on va pouvoir solliciter le GTP aussi dans le cadre de ces situations lorsque les professionnels se sentent vraiment en impasse pour pouvoir poursuivre leur accompagnement. L'inscription à un GTP, donc ça se fait via un formulaire. Alors, je vous prie de m'excuser, le lien forme, ce que je vous ai mis, n'est pas le bon. Je renverrai la version du PPT actualisée. Mais en tout cas, il y a un formulaire forme qui me permet ensuite de reprendre contact avec vous, déjà pour confirmer l'inscription au GTP et qu'on se mette d'accord sur les professionnels qu'on souhaite inviter. C'est-à-dire que vous êtes, je dis n'importe quoi, un CCAS, vous souhaitez solliciter un GTP, on peut proposer s'il y a également un médecin traitant, s'il y a également un service d'aide à domicile, eh bien on peut proposer d'ouvrir ce temps de réflexion à d'autres professionnels. Et ça demande ensuite, bien sûr, de recevoir leur consentement et que je puisse leur expliquer le cadre. Donc voilà, on se fait un petit temps où on étudie rapidement la situation qui est proposée à présenter et on propose d'élargir, si ça s'y prête, à d'autres professionnels pour présenter cette situation en GTP.
J'ai souhaité maintenir les GTP en présentiel, tout simplement parce que je pense qu'on travaille mieux quand il est un peu question de l'intimité professionnelle et on sait que c'est pas toujours évident de venir voilà, se mettre un peu à nu comme ça face à une situation qui est complexe ou en tout cas qui est difficile à appréhender dans la pratique, que ça peut être impressionnant de se retrouver face à un médecin gériatre, un avocat et un psychologue. Donc, je pense que ça se fait mieux en présentiel. Donc, les dates, je vous les ai renseignées. Il y a pour l'instant 3 dates qui ont été arrêtées sur les Yvelines pour ce premier trimestre, donc le 31 janvier, le 27 mars et le 29 mai. Et il y a l'équivalent donc sur les Hauts-de-Seine. Et en fait, en fonction, pour l'instant, ce sont les dates qui sont arrêtées, mais en fonction du nombre de demandes, on pourra rouvrir des sessions de GTP pour pouvoir répondre à un plus grand nombre de situations. Donc voilà. Voilà un exemple d'une action de prévention, enfin sur cet axe prévention-sensibilisation. Je vous parle maintenant, toujours dans le dispositif Ma Vie, de second axe, qui est l'axe du repérage et de l'alerte. Alors, on a dissocié ces différents axes, puisque c'est la commande publique, mais vous imaginez bien qu'il peut y avoir des liens assez étroits entre ces différents cadres. Qu'est-ce que l'axe du repérage et de l'alerte? Eh bien là, c'est de manière très concrète la mise en place d'une cellule de recueil des informations préoccupantes pour les majeurs vulnérables. On est un petit peu sur l'équivalent, enfin en tout cas une volonté d'être dans l'équivalent de ce qu'on appelle la CRIP du côté enfance, que souvent on connaît bien. Donc l'idée, c'est un petit peu celle-ci. C'est-à-dire qu'il existe au niveau des régions et dans certaines régions aussi au niveau des départements, ce qui est le cas dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine, eh bien d'une cellule de recueil départementale, c'est-à-dire une écoute grand public qui est destinée aussi bien aux citoyens qu'aux professionnels. Ça peut être des personnes, on va dire, ça peut être la victime elle-même, ou en tout cas la personne qui se vit comme étant maltraitée elle-même qui appelle, ou bien toute personne qui pourrait avoir une suspicion de maltraitance observée chez un proche, chez un voisin, un médecin par rapport à son patient. Voilà, c'est vraiment destiné à l'ensemble des citoyens. Il y a 2 entrées, en tout cas sur le département des Yvelines, l'une étant au niveau du numéro national, le 3977, qui a une plage horaire qui est beaucoup plus importante, donc on peut appeler de 9h à 19h du lundi au vendredi le 3977. Et donc si la situation eh bien, est une situation qui a lieu sur les Yvelines, il va y avoir une fiche qui va m'être adressée et ensuite une prise en charge de la situation et un rappel systématique de l'appelant. Et il y a également un numéro départemental, puisque c'était une volonté du département des Yvelines qu'on puisse avoir aussi une entrée départementale. L'objectif de cette cellule, eh bien, c'est vraiment d'être sur le repérage et l'alerte des situations, qu'elles soient suspectées ou avérées, et qu'on puisse ensuite accompagner au maillage territorial pour que ces situations soient accompagnées, que ce soit sur un plan sanitaire, juridique, judiciaire, social ou médico-social. Ce qui nous amène en fait, c'est toujours assez difficile parce que vous l'imaginez bien, il y a différentes typologies à la fois d'appelants, hein, ça peut être un appelant, la victime elle-même, ça peut être un proche, ça peut être un professionnel, certains souhaitant garder l'anonymat, d'autres étant tout à fait favorables à ce que cet anonymat soit levé d'emblée. Donc en fonction de la nature de l'appel et un petit peu de la situation, qu'elle ait lieu à domicile ou en établissement, on va avoir des process qui vont être totalement différents. Les process les plus évidents, les plus construits aujourd'hui, ça va être ceux qui, lorsque la maltraitance a lieu en établissement, puisque si l'appelant en est d'accord, donc il y a un premier travail qui va reposer vraiment sur l'écoute clinique. Hein, on va écouter, on est vraiment dans un travail d'écoute clinique psychologique, on va écouter l'appelant, essayer de soutenir sa démarche, identifier les problématiques qu'il rencontre, diagnostiquer la situation de maltraitance et on va essayer de l'orienter au mieux. Cette orientation, elle va être très différente. Donc, comme je vous le disais, lorsque c'est en établissement, je vais pouvoir m'appuyer sur tout un process qui est bien construit avec les organismes de tutelle qui sont l'ARS et le département qui ont en charge bien
de suivre la part institutionnelle des établissements, qu'ils soient EHPAD, foyers d'accueil médicalisé, service d'aide à domicile. Enfin voilà, on a déjà là une instance qui va pouvoir intervenir et on va travailler de concert lorsque la situation s'y prête. Le département ou les organismes de tutelle vont travailler plutôt sur la part institutionnelle et moi je vais rester en lien avec l'appelant, qu'elle soit la victime elle-même ou un proche. La situation prend des formes encore plus différentes lorsqu'il s'agit d'une maltraitance à domicile, puisque là, l'idée, eh bien, ça va être vraiment d'accompagner la personne. Alors, dans un premier temps, à déjà avoir son consentement pour que nous puissions l'aider à agir, c'est-à-dire à sortir de son état de passivité, de stupeur, hein, puisque là, c'est déjà une démarche que d'appeler au 3977 ou que d'appeler à cette plateforme. Mais parfois, ça prend du temps, hein, un temps d'élaboration pour qu'on arrive à ce que la personne, surtout si elle est la victime elle-même, accepte que l'on puisse l'aider à agir, puisqu'il y a souvent soit une peur de représailles, soit une peur que la situation s'aggrave encore plus, ou bien tout simplement une incapacité, de par la vulnérabilité ou la fragilité, à pouvoir se mobiliser seule pour se sortir de cette situation de violence ou de maltraitance. Donc, dans ces cas-là, il y a toujours ce premier niveau d'écoute, d'accompagnement à l'appelant. Et ensuite, bien entendu, je vais faire appel à tout le maillage territorial, c'est-à-dire à l'ensemble des dispositifs qui existent sur notre territoire pour accompagner, coordonner cette situation. Donc, moi, à mon niveau, enfin en tout cas au niveau du dispositif Ma Vie, on est vraiment on va identifier en fait les situations et on va les faire connaître, on va les porter à connaissance de tous les dispositifs qui vont pouvoir ensuite être dans la coordination ou l'accompagnement des situations. Donc là, la liste est longue, hein, vous imaginez bien, les CCAS, les SAS, les PAT, les DAC, toute la dimension aussi des services de police, des services de gendarmerie en fonction des situations. On va vraiment être sur un balayage territorial, que ce soit sanitaire, social, médico-social, juridique ou judiciaire. Donc voilà, et on va bien sûr pas mobiliser les mêmes acteurs en fonction de la situation. Et l'idée ensuite, c'est de rester aussi en appui aux professionnels. Ce n'est pas que vous envoyer la situation, mais c'est bien de pouvoir apporter un étayage, un accompagnement, soit via les dispositifs que l'on a à notre main dans le dispositif Ma Vie, c'est-à-dire les GTP, les actions de concertation. Moi, je peux aussi me déplacer à domicile avec les professionnels ou solliciter, par exemple, le DAC pour qu'il y ait une évaluation. Enfin voilà, on va essayer d'accompagner au mieux cette approche 360 et surtout de faire en sorte que les professionnels ne restent pas isolés dans l'accompagnement de ces situations. Ce que l'on observe souvent, c'est que c'est très engageant d'intervenir dans une situation pour laquelle il y a une maltraitance ou une suspicion de maltraitance. Et donc, on s'aperçoit que de travailler, de diffracter les choses, que de travailler à plusieurs, eh bien, ça permet véritablement une meilleure prise en charge et surtout plus différents regards et un niveau d'engagement qui va être partagé et donc plus confortable pour tous. Donc voilà, le dispositif Ma Vie, il est là pour, c'est une entrée pour alerter et ensuite l'idée c'est de travailler à cette régulation pour qu'il y ait ensuite un niveau de coordination et d'accompagnement des situations. Et bien entendu, les professionnels, ils peuvent aussi, eux, saisir, il y a une double entrée, c'est-à-dire qu'ils peuvent être sollicités pour accompagner une situation. Donc là, on va être plutôt dans Ma Vie, sollicite un professionnel, mais à l'inverse, tous les professionnels peuvent solliciter le dispositif Ma Vie pour être accompagnés, étayés, soutenus face à une situation qui leur est préoccupante et difficile à accompagner. Donc il y a bien un va-et-vient là aussi permanent. L'axe de l'intervention, c'est plutôt une petite conclusion sur cette partie que je vous ai déjà un peu présentée, mais c'est l'idée vraiment de pouvoir travailler au maillage partenarial, un maillage qui soit solide et élargi. Donc, on s'appuie aussi beaucoup sur les réseaux, que ce soit les réseaux de santé, les réseaux d'aide aux victimes. Il existe déjà différents réseaux et nous, en tout cas le dispositif Ma Vie, il va orienter, solliciter les bons réseaux, les bons partenaires.
Il essaye. L'ensemble des acteurs du sanitaire, du social et du médico-social, mais aussi les partenaires, je vous l'ai dit, du système juridique et judiciaire peuvent être impliqués et concernés tant par le repérage, l'alerte que dans l'accompagnement des situations. Et donc, l'idée de cette culture de la bientraitance, c'est bien celle de travailler en réseau avec cette approche 360 où il est question de copartager la charge et le sentiment de responsabilité et d'engagement qui est prégnant lorsqu'il s'agit d'une situation complexe pour laquelle des enjeux éthiques et parfois déontologiques se posent. Voilà pour la présentation du dispositif. Je voulais juste porter à votre connaissance cette formation en ligne qui a été réalisée par le ministère. Voilà, je vous ai mis le lien. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez, si vous voulez, aller un peu plus loin dans ces questions et dans toute cette théorie et ce cadre et tous ces outils que l'on a à notre disposition. Ils sont très bien référencés dans cette action de formation et c'est celle sur laquelle je me base lorsque je viens à votre rencontre pour que nous en animions ensemble. Je vois que l'heure tourne, donc je vais faire un peu vite. Je vous ai remis quelques slides autour de la question du signalement au procureur. Là aussi, c'est des choses qui sont bien explicitées dans cette formation que je vous ai présentée un peu plus tôt et que l'on peut travailler ensemble lorsque je vous rencontre, soit dans des actions de formation, de sensibilisation ou dans le cadre des GTP. Rapidement, vous rappelez que le signalement au procureur, c'est avant tout un outil qui peut être utilisé dans les situations de maltraitance parce que souvent on se doit de porter à la connaissance du procureur certaines situations, mais c'est ni plus ni moins qu'un outil qui permet aussi de se décharger justement de cette impression d'engagement que l'on a lorsqu'on est témoin de quelque chose qui est lourd. Et ce signalement, il peut être utilisé pour deux choses, alerter et signaler la vulnérabilité d'une part et la maltraitance d'autre part, ou bien les deux à la fois. N'oublions pas que on signale au procureur soit une situation de vulnérabilité exclusive ou une situation de maltraitance exclusive ou bien les deux. Encore une fois, le signalement au procureur, c'est vraiment un outil et où on va simplement porter à la connaissance d'une situation. Et c'est vraiment au procureur et ensuite au service judiciaire de pouvoir se positionner sur cette situation de maltraitance. Donc, moi, j'ai envie de dire, signaler, c'est vraiment une action qui permet aussi de décharger les professionnels de tout cet engagement et de tous ces accompagnements qu'ils ont pu faire jusqu'à un certain point. Et il arrive à un moment où on est de toute façon, nous, mis en situation d'impuissance pour pouvoir vraiment se positionner et c'est aux autorités compétentes de le faire. Je vous ai remis un petit point sur le signalement, mais je ne vais peut-être pas insister trop sur ce point. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment l'existence d'une situation de danger qui pourrait relever d'une infraction, mais ce n'est pas à nous de nous positionner sur l'infraction. Nous, on porte vraiment à la connaissance et c'est les autorités compétentes qui vont pouvoir se positionner. Et là, je vous ai simplement rappelé qu'est-ce qu'il faut pour signaler au procureur, mais vous retrouvez tout ça à la fois dans la formation et aussi dans le petit guide que je vous mettrai en complément du PowerPoint d'aujourd'hui. Et vous pouvez bien entendu aussi, vous en tant que professionnel, être conseillé par le commissariat de police ou les brigades de gendarmerie qui peuvent, elles aussi, soit être plutôt dans l'action du dépôt de plainte, mais aussi qui peuvent être conseils auprès des professionnels. Voilà, moi j'en ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé et que ça a été relativement clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Très compréhensible. Très compréhensible. Bon, ça va. Est-ce que nous avons des questions? Stéphanie Bayeux, je vous laisse la parole. Vous avez parlé de soit en micro et à la distance, mais vous n'allez pas dans les entités directement. Alors, excusez-moi, le son est très mauvais, donc je crois avoir compris. Vous demandiez par rapport au groupe technique pluridisciplinaire, c'est ça, il y a effectivement, ça, ce sont des instances. Alors,
Le groupe technique pluridisciplinaire, non, c'est l'institution qui vient à nous sur les temps, donc que ce soit au Murau ou à la Défense. On essaiera de mettre peut-être d'autres lieux un peu dans les Yvelines pour que ce soit un peu plus pratique, parce qu'on sait que le territoire est grand. Donc là, sur ces actions-là, non, c'est vraiment l'institution qui vient sur le lieu de rencontre. Par contre, pour les autres actions plutôt de sensibilisation, là oui, je peux venir, je me déplace dans les institutions. D'accord. Mais après, enfin voilà, si vous avez une impossibilité, s'il y a une situation ou des situations d'ailleurs pour lesquelles vous êtes, vous souhaiteriez mobiliser une instance comme le GTP, je crois que le mieux c'est de toute façon qu'on se contacte, qu'on puisse voilà voir un petit peu. Et si vraiment vous avez une impossibilité de vous déplacer au GTP, on peut toujours voir pour voir d'autres façons de procéder. Alors après, c'est vrai que moi je peux pas toujours mobiliser. Là, l'idée c'est que vraiment qu'il y ait une pluridisciplinarité. Hein. Il y a ce médecin gériatre et cette avocate qui ont vraiment un regard expert aussi sur ces situations et qui sont de très bons conseils sur le cadre juridique, sanitaire aussi et parfois un peu les deux. Donc voilà, c'est précieux, mais je peux pas les mobiliser. Ils n'appartiennent pas en fait à l'agence autonomie. Enfin, ils n'appartiennent pas. C'est pas beau ce que je dis, mais en tout cas, ils sont pas au sein de l'agence. Donc voilà, on est obligé de dédier des temps spécifiques pour ces GTP, mais voilà, on peut aussi travailler un peu différemment si vraiment une présentation ne peut pas être faite dans ces instances-là. Merci beaucoup. Alors moi, je comprends tout à fait le positionnement, mais c'est vrai que dans les équipes hospitalières, on n'arrive pas à aller en extérieur. Oui. Je comprends. Alors c'est vrai que j'ai conscience que c'est un point, d'ailleurs dans les équipes hospitalières, mais de manière générale, dans les travail social aussi, il y a beaucoup de demandes, il y a une pratique qui est importante. Voilà, moi c'est vrai que pour l'instant, j'y vois quand même cet intérêt aussi de pouvoir se dégager aussi, avoir des temps. Hein, l'idée c'est aussi qu'il y ait un mouvement de s'octroyer un temps pour penser ces situations. Et effectivement, ça demande de prendre un peu de temps et de se mobiliser. Alors effectivement, c'est pas toujours possible, mais je trouve que la démarche est malgré tout intéressante et ça permet aussi de prendre un peu de distance parfois, à la fois sur cette situation qui est concernée, mais aussi sur l'institution de manière générale. C'est idéal. C'est idéal. Mm. Il y a Carole Valentin qui avait une question également. On n'entend pas. Ça y est, on vous entend. Ah non, on vous entend plus. Non. Si vous pouvez poser la question dans la conversation. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup Audrey pour cette présentation. Ben, merci à vous. Du coup, on n'a pas la question de la personne qui n'a pas réussi à... Non, ça n'apparaît pas. Bon, mais écoutez, en tout cas, je vous ai mis sur le PowerPoint. Alors, Aurélie, du coup, je m'excuse, il faudra que je fasse une petite modification pour que le PowerPoint soit bien à jour sur le formulaire de saisie là, du GTP. Et donc, je vous renvoie ça. De toute façon, sur le PowerPoint, vous avez mes coordonnées, mail et téléphonique. Donc, voilà, si vous voulez plus d'informations, s'il y a une situation particulière qui vous a peut-être, que vous souhaitez, pour laquelle vous souhaitez qu'on échange, et bien surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup. La prochaine rencontre à chanter aura lieu le 20 février. Et ça portera sur les psychiatrie précarité.
Merci à tous de vous être connectés et à très bientôt. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et merci beaucoup toute l'équipe du DAC pour cette invitation. J'étais ravie.